Comment mener des réunions qui soient vraiment efficaces, tout en étant respectueuses de l'expression de chacun et conviviales? Ça, c'est une question que j'ai souvent rencontrée dans le cadre de mes années d'implication dans les mouvements Alternatiba, Mouvement Colibri, dans l'association Permaculture 44, et puis après dans mon activité comme formateur consultant en permaculture. Donc voilà, je voulais prendre ici le temps d'une petite vidéo pour vous donner des retours d'expérience, des pistes pratiques, finalement, pour réaliser ça, éviter de la réunionnite, et mener donc des réunions qui vont être efficaces, et donc derrière réussir des beaux projets collectifs. Comment éviter la réunionnite? Comment éviter des réunions à répétition qui sont trop longues, où souvent ce sont les mêmes personnes qui vont monopoliser la parole, où on a un manque d'échange, manque de créativité, et que au final font perdre l'énergie, font perdre la motivation, la dynamique du groupe. Et ça, c'est quelque chose qui s'observe dans beaucoup d'organisations, beaucoup de structures. On a comme ça un épuisement de la dynamique collective, une forme de lassitude qui est créée par des réunions qui sont mal menées. Alors comment éviter ça et au contraire faire des choses plus constructives? Première question à se poser, c'est est-ce qu'une réunion que vous envisagez est réellement utile? Est-ce qu'elle est vraiment indispensable? D'expérience, il y a quand même pas mal de réunions qui soit peuvent être traitées par des outils numériques en ligne, ou encore qui sont plutôt une occasion pour les gens de se rencontrer. C'est plutôt ça l'intention que je vois derrière. Donc à la limite, si vous voulez que les gens se rencontrent, discutent, échangent, bien très bien, vous faites des temps informels pour ça, des temps dédiés qui sont clairement annoncés comme des temps de rencontre, des temps de lien social. Pas besoin de rentrer dans le cadre, le format d'une réunion pour mener ça. Donc en plus, ça pose la question de l'investissement en temps, ne serait-ce qu'en temps pour mener la réunion, parce que ça suppose que plusieurs personnes se mobilisent en amont pour planifier la réunion, la préparer, il y a le temps d'aller et de retour pour la réunion, il y a le temps de rédaction et de lecture du compte-rendu, donc tout ça est vite chronophage. Donc première question, est-ce que une réunion que vous envisagez est indispensable, est vraiment utile? Alors après, je dirais, il y a la question du créneau. Donc le créneau horaire, il est évidemment fondamental. En fin de matinée, juste avant le temps de midi, c'est rarement le temps le plus optimal pour que les gens soient bien concentrés. En fin de journée, c'est pas non plus le plus optimal, ni en fin de semaine. Et puis trouver le bon créneau, ça dépendra évidemment du cadre de votre structure. Est-ce que c'est là où le public auquel s'adresse la réunion est le plus disponible? Donc, sachant aussi que c'est souvent en matinée que les gens ont plus de disponibilité d'esprit, ont le plus de concentration. Donc attention aussi à proposer différents créneaux. Alors soit effectivement vous trouvez un créneau qui est proposé de façon régulière, par exemple le 4e mercredi du mois à 17h par exemple. Ça effectivement ça apporte beaucoup de stabilité, beaucoup de visibilité pour les différents acteurs qui font partie de la réunion. Le fait d'avoir un créneau fixe, mois après mois ou semaine après semaine, c'est effectivement une solution simple. Mais sinon, vous pouvez aussi vous concerter ensemble via des outils en ligne pour définir le bon créneau. L'un des outils que j'aime bien, c'est un outil libre qui s'appelle le Framadate. Je vous mets le lien en dessous de la vidéo. Ça vous permet de sonder pour savoir quel est le créneau qui convient aux uns et aux autres. Alors ensuite, la réunion, c'est souvent des débats sur des sujets un peu complexes et ça va être lié à de la documentation sur tel ou tel sujet qu'on va traiter. Ne pas oublier donc d'envoyer de la documentation, les documents avant la réunion, bien en amont, pour que les gens puissent vraiment se prendre le temps de les lire, de se les approprier en amont. Ça, non seulement ça crée une meilleure préparation, les gens ont plus de temps de réfléchir sur les sujets à traiter, et en plus, ça évite que les gens aient besoin de prendre le temps de prendre connaissance des documents pendant la réunion. Et donc, on diminue derrière le temps de la réunion. Au début de toute réunion, posez un cadre logistique. Donc, pour que tout le monde, ça soit très clair, à quelle heure commence la réunion, à quelle heure elle finit, où est-ce qu'elle est située, où est-ce que se trouvent les poubelles, où est-ce que se trouvent les toilettes, quel matériel mis à disposition. Voilà, poser le cadre logistique en amont et au début de la réunion de façon claire pour que tout le monde soit au courant, ça aide pas mal. Alors, ça commence quand ça commence, ça finit quand ça finit. Alors, un principe issu d'un outil d'intelligence collective qui est le forum ouvert, que j'aime beaucoup. Ça commence quand ça commence, c'est-à-dire vous fixez 19h, ça va commencer à 19h, peut-être 19h15, peut-être on va aller garder un quart d'heure de battement pour
donc le temps que les gens arrivent, hein, le fameux quart d'heure d'attente. Bon, c'est assez classique, mais en tout cas, être clair sur ça commence quand ça commence, et puis ça finit quand ça finit aussi. C'est-à-dire qu'il y a une forme d'engagement vis-à-vis de tous les participants à la réunion sur ça finit à 20h, et bien ça finit vraiment à 20h. Les gens après savent qu'ils sont libres et peuvent s'organiser en fonction de ça. Voilà, ça, là aussi, ça fait partie d'un principe de base qui est de poser un cadre clair qui permet finalement pour tout le monde de se sentir à l'aise dans le cadre qui est proposé. Commencer la réunion par un tour de présentation. Alors, bon, ça peut être quelque chose de très basique, si on a peu de temps, sur au moins comment la personne s'appelle, quelle est sa fonction, d'où est-ce qu'elle vient, qu'est-ce qui l'a motivé à venir à la réunion. Bon, après, ce que je vous invite à faire, effectivement, c'est trouver une façon pour tout le monde de visualiser comment s'appellent les autres membres de la réunion. Par exemple, avec une simple étiquette que chacun va porter avec un scotch sur la poitrine, par exemple. Voilà, donc l'idée aussi, c'est qu'on puisse chacun identifier au début de la réunion, si les gens ne se connaissent pas complètement, comment s'appelle tel et tel, quelle est sa fonction, quelle est son intention, pourquoi est-ce qu'il vient à la réunion. Alors, ça pose tout de suite la question du brise-glace. Forcément, si les gens ne se connaissent pas ou mal, il y a toujours un peu de gêne, il y a toujours un peu de glace entre les individus. Donc, la question du brise-glace, c'est vraiment importante à mon sens. Alors, évidemment, tout dépend du cadre dans lequel on se place, plus ou moins formel. Un outil très basique que j'aime bien, ça va être celui de la présentation en binôme. Ça fait double fonction, ça permet à la fois de faire tour de présentation et brise-glace. C'est-à-dire qu'on va inviter tout le monde de dialoguer avec son voisin ou sa voisine, pour que après il puisse présenter au groupe comment s'appelle son voisin, sa voisine, d'où est-ce qu'elle vient, qu'est-ce qui l'a motivé à venir à la réunion, ou d'autres informations. Et donc, in fine, comme ça permet d'avoir quelques minutes d'échange, comme ça, de créer de l'interconnaissance, commencer à créer un cadre un peu plus convivial, et puis aussi derrière de faire le tour de présentation où chacun va présenter son voisin, sa voisine. C'est un des outils de brise-glace que j'aime bien, qui est simple à mettre en œuvre. Ce tour de présentation, ça peut être l'occasion de faire sa météo personnelle. Ça, je trouve intéressant pour que chacun puisse simplement poser dans quel état émotionnel il se trouve à l'instant T, éventuellement qu'est-ce qui lui est arrivé pendant la journée. Ça, peut-être à la limite, quand les personnes ne se connaissent absolument pas, c'est pas pertinent. Mais dès le moment où il y a un peu d'interconnaissance, je trouve ça assez intéressant parce que ça permet à chacun de poser sans jugement dans quel état il se trouve, de poser ses bagages en quelque sorte. Et ça contribue aussi à apporter de la convivialité et finalement un cadre qui va être confortable pour tout le monde. Voilà. Et ça évite que finalement des éléments personnels qui n'ont rien à voir avec la réunion et des charges émotionnelles viennent perturber puisque la personne a besoin, et c'est tout à fait compréhensible, de l'exprimer et ça peut finalement déborder sur des réunions. Donc, je trouve intéressant dès le départ aussi de poser un tour de météo personnelle. 2 rôles au minimum sont à poser à mon sens en début de réunion, c'est définir qui va être le scribe, donc qui va noter les idées émises lors d'échanges, et puis qui va être le facilitateur. Alors le facilitateur, c'est la personne qui se charge de faciliter le bon déroulé de la réunion, qui pose le cadre logistique, et qui s'assure qu'il y a une bonne participation des participants, c'est-à-dire qui va réguler des personnes qui auraient trop tendance à trop s'exprimer, et à contrario, à inviter à donner la parole à des personnes qui ont du mal à s'exprimer. Elle est aussi le garant, à mon sens, qu'on respecte aussi le cadre moral, le cadre éthique posé par la réunion, après, qui peut être défini par l'organisation elle-même. Par exemple, comme la communication non violente, par exemple. Alors, il y a un troisième rôle qui peut éventuellement s'ajouter, c'est celui de maître du temps, qui permet, lui, de faire respecter le délai attribué à chaque sujet dans la réunion. Bon, ça peut être un rôle distinct, mais le facilitateur peut aussi endosser, in fine, ce rôle de maître du temps. Alors, structurer l'ordre du jour, voilà, là on arrive dans le cœur de la réunion, donc au départ, je trouve que c'est très fonctionnel de récolter les points à traiter en précisant le temps qu'il leur a alloué à chacun. Donc, on va faire un tour entre les membres qui sont assis autour de la table et définir quel sujet on veut traiter, telle personne, qu'est-ce qu'on veut aborder. Et ce qui est important, effectivement, c'est de donner un timing pour chacun des points à traiter. C'est-à-dire qu'on pense qu'il va falloir, par exemple, 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes pour traiter tel ou tel sujet.
À la limite, si vous, in fine, dans la réunion, il se trouve qu'on en fasse moins, très bien, mais au moins ça pose un temps maximum, et in fine, ça nous permet donc de structurer la réunion et de faire en sorte que ce timing soit respecté. Voilà. Il y a des points très courts, des points techniques qui vont prendre peu de temps, souvent, et puis les points de débat sont souvent ceux qui prennent le plus de temps. Mais au moins ça permet voilà, de poser un cadre, encore une fois, un cadre clair, et c'est un facteur important à mon sens pour limiter la réunionnite, dans le sens où on va clairement limiter le temps de la réunion. Ça permet de poser un cadre pour qu'on évite qu'il y ait des sujets qui s'éternisent et qu'en final on se retrouve à dépasser allègrement le temps alloué à la réunion. Alors, d'abord on récolte les points dans le désordre, puis dans un second temps, on va les ranger en traitant d'abord les points techniques, qui sont des points simples à traiter, des points souvent rapides. Bon, il faut par exemple on va faire appel à tel ou tel serveur pour héberger le site internet de l'association, des choses comme ça. Des choses simples, des choses techniques. Ensuite, des points de planification. Donc, comment on va organiser tel ou tel événement, comment on va mettre en place notre modèle économique, avec quel timing. Bon. Donc, poser des choses un peu plus factuelles également. Et puis, en dernier, les points de débat. C'est pas pour évacuer les points de débat, c'est simplement parce que d'habitude, c'est les points qui vont prendre le plus de temps à traiter. À mon sens, il vaut mieux qu'on traite d'abord des points très factuels au départ, au début d'une réunion, voilà, pour répondre à un besoin d'efficacité, et puis après, poser les points de débat, les points sur lesquels il peut y avoir des polémiques dans la structure. Un autre outil que j'aime bien, c'est utiliser de la communication non verbale. Donc c'est de la gestuelle de réunion, c'est-à-dire qu'on va avoir quelques signes qu'on va définir dans le groupe de réunion et qui nous permettent justement de communiquer sans avoir utilisé la parole. Alors, les grands classiques, ça va être ce signe-là, vous avez sans doute vu quelque part, puisque c'est l'applaudissement dans le langage sourd-muet. Donc celui-ci pour signifier que on est d'accord avec la proposition ou les propos qui sont amenés par la personne qui est en train de s'exprimer. On a celui-ci pour dire le contraire, pour dire qu'on est contre. Alors éventuellement pour signifier une opposition très forte, on peut utiliser un autre gestuelle qui est celle-ci. Et puis bien sûr vous avez celui-ci pour vous dire que vous êtes moyennement d'accord. Alors ce qui peut être utile aussi, c'est ça, le signe du chapeau. Ça, c'est quand chacun va parler à l'autre dans son coin, il commence à avoir de la confusion, on n'est plus focalisé ensemble dans la même réunion. Eh bien, une personne va initier ça, toutes les autres personnes vont faire ce geste-là, et comme c'est très visible, ça va amener assez vite le signal il faut besoin de se recentrer, se refocaliser pour la suite de la réunion. Alors, vous pouvez utiliser aussi ça. Là, c'est intéressant, ça veut dire aller de l'avant. Et ça veut dire qu'on va s'adresser à la personne qui est en train de s'exprimer pour lui dire qu'elle se répète, qu'elle est en boucle sur le même sujet et qu'il faudra avancer. Voilà. Ça peut être un signe aussi et ça contribue à éviter que la réunion dure trop longtemps. Alors, on peut utiliser ce signe-là, le T de technique, c'est-à-dire qu'on signifie qu'on veut apporter un point technique, un point très rapide, qui va prendre moins de 30 secondes à exprimer. Alors, encore faut-il que le facilitateur, vous attribue la parole. La parole que vous pouvez demander simplement en levant la main, comme on a l'habitude de le faire, pour que le facilitateur note que la personne a l'intention de s'exprimer et puis qu'elle puisse lui accorder la parole. Donc voilà, quelques symboles qui peuvent grandement faciliter à fluidifier les communications pendant les réunions. Et j'ai oublié, vous pouvez utiliser aussi celui-ci. Ça veut dire que vous êtes dans le flou et que vous ne comprenez pas ce que la personne qui s'exprime est en train de raconter. Donc ça peut aussi lui indiquer qu'il a besoin d'explicitation, qu'on explique les choses. Si vous avez des présentations à faire, très simple, l'idée c'est une slide, comme dans cette présentation, c'est une idée. Voilà. Et surtout éviter de surcharger les slides avec quantité de propositions différentes, quantité d'idées différentes. Et puis dans une présentation, éviter des présentations où vous avez des lignes et des lignes de texte. Ça, c'est pas fonctionnel, c'est peu lisible. Les gens vont prendre essentiellement l'essentiel de leur temps à lire la slide, d'écouter la personne qui fait la présentation. Donc, le minimum de mots. Voilà, c'est exactement comme cette présentation du reste. Alors, quand une personne amène une proposition sur la table pendant la réunion, il y a un modus operandi, une façon de faire que j'aime bien, c'est-à-dire d'abord la personne va présenter sa proposition. Après, on va avoir d'abord un tour de clarification. Donc, si des gens ont des questionnements, s'il y a des choses qu'ils ne comprennent pas par rapport à la proposition qui a été énoncée.
Donc à ce moment-là, le porteur de proposition est forcément invité à y répondre. Ensuite, on va faire un tour d'objection pour voir si effectivement il y en a donc des réticences, voire vraiment des gens qui se positionnent contre la proposition. À ce moment-là, c'est le moment pour discuter et échanger avec la personne qui a apporté la proposition. À la fin de ce tour d'objection, le porteur de la proposition peut soit carrément décider d'abandonner sa proposition, soit décider de la reporter à plus tard, voilà, pour prendre en compte les éléments qui ont été amenés par les autres membres, et donc amender, modifier, améliorer sa proposition, ou c'est à lui de décider, on maintient sa proposition telle qu'elle, ou légèrement modifiée, et à ce moment-là, on se retrouve avec un tour de vote. Alors le tour de vote, après, il est imposé selon les modalités de vote posées dans l'organisation. Ça peut être la majorité simple, peut-être une majorité qualifiée comme une majorité des 2/3 des voix, l'unanimité, ou donc le consensus, ou encore le consentement, qui est légèrement différent du consensus, dans le sens où personne ne s'oppose à la proposition amenée. Donc c'est-à-dire que personne n'a d'objection frontale contre la proposition. À la limite, peut-être que tous les membres ne sont peut-être pas enthousiasmés par la proposition amenée, mais au moins personne ne s'y oppose formellement. À mon sens, et d'après mon expérience, c'est quand même beaucoup plus fonctionnel de fonctionner par consentement que par consensus. Consensus qui a souvent, malheureusement, la tendance à amener vers le fameux consensus mou, c'est-à-dire qu'on va simplement se cantonner sur un peu le dénominateur commun de tous les membres du groupe, et finalement amener des propositions qui sont pas très innovantes, qui ont amené peu de changements. En tout cas, quand vous posez des décisions claires, il faut au moins poser quelle est la décision, quel est le délai, donc quel est le quand, et qui prend l'action, qui prend en charge l'action qui est délibérée. C'est tout bête, mais c'est pas nécessairement ce que j'ai pu voir dans des réunions. Le facilitateur ou un autre membre du reste peut être garant du son de la détente. Un outil simple, c'est-à-dire avoir une clochette, un gong, ce que vous voulez, un élément qui va faire du bruit. Et ça peut être intéressant pour réguler quand les esprits commencent à s'échauffer, les gens commencent à discuter les uns avec les autres, chacun dans son coin. Alors, on commence à avoir de la confusion. C'est à ce moment-là que la personne peut animer l'objet pour faire un son. Et là, tout le monde, effectivement, est invité à prendre 10 secondes, hop, pour se recentrer, faire silence, hop, se recentrer sur son ressenti, sa respiration. Et après, on relance la réunion de façon beaucoup plus apaisée et reconcentrée. Voilà, ça, c'est un outil un peu simple, effectivement, qui peut jouer pour aider à poser un cadre de détente. Alors, le compte-rendu, il est souvent fait par texte, donc c'est souvent le scribe qui est responsable de ça. Donc c'est quelque chose qui souvent prend du temps et qui est souvent assez formalisé. On peut passer à autre chose, c'est-à-dire passer un compte-rendu en vidéo. C'est-à-dire que la personne qui donc fait le compte-rendu va s'exprimer face caméra pour faire son compte-rendu et le mettre sur une plateforme vidéo comme YouTube ou Vimeo. Du reste, ça peut être aussi en audio et mettre sur une autre plateforme. Ça, c'est quelque chose qui est beaucoup plus rapide à faire, souvent qu'un compte-rendu par écrit, et qui, à mon sens, c'est un peu plus convivial. Donc ça, c'est aussi une piste que je vous donne aussi pour rendre les comptes rendus plus vivants. Alors, un autre outil aussi simple, c'est les claps de début et claps de fin. Alors, ça, je trouve ça intéressant au début, c'est-à-dire, une fois que le cadre logistique est posé, hop, faire un clap de début pour que tout le monde se lance dans la réunion au même moment, et à la fin aussi, on pose un clap de fin. Alors, le plus simple, c'est que tout le monde frotte ses mains l'une contre l'autre, et puis le facilitateur va dire 1, 2, 3, et à 3, tout le monde clappe dans ses mains, à l'unisson. Alors, ça paraît tout bête, mais d'après mon expérience, ça aide vraiment à lancer une dynamique collective au début du clap, et puis à la fin de la réunion, à acter la fin de la réunion, plutôt que simplement à se déliter en disant « bon, bah, la réunion est terminée », et puis il y a toujours un petit moment de flottement avant que chacun prenne ses affaires, etc. Là, je trouve que ça permet aussi de donner une impulsion à la fin, le début, et ça contribue, à mon sens, à la convivialité de la réunion. Ne pas laisser le format des réunions se perdurer toujours sur le même standard, de réunion en réunion. Je trouve intéressant d'avoir une démarche de rétroaction,
Donc se demander, est-ce que les réunions fonctionnent bien, pas bien, comment est-ce qu'on pourrait les faire évoluer, quelles sont les problématiques, et finalement toujours les faire évoluer, toujours trouver des façons de s'adapter au contexte et de s'améliorer. Là aussi, je pense que ça fait aussi partie du cadre de réflexion, et c'est des choses qui peuvent être amenées dans les réunions elles-mêmes, bien sûr. Voilà, bon, quelques pistes issues de mes retours d'expérience par rapport aux réunions. Euh, c'est des sujets que je traite assez fréquemment dans mes séances de conseil et mes formations, dans le cadre de l'atelier fertile, voilà, qui vont porter sur comment est-ce qu'on, globalement, on va animer des projets collectifs, parce que tout projet alternatif, que ce soit un projet d'association, de jardin, de ferme, d'habitat, de ce que vous voulez, eh bien, pose toujours la question de comment est-ce qu'on anime une dynamique collective, et forcément, à l'intérieur de ça, l'animation des réunions prend toujours une place importante. Bon, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez plus d'informations, rendez-vous sur le site atelierfertile.com et à bientôt.